Bonjour tout le monde. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Si on a la possibilité d'avoir des petits messages dans le chat pour nous dire si on nous entend bien, ce serait super. Bonjour Simon, Guillaume, Mickaël, Antoine. Je crois que tout le monde Super. C'est top. Bon, en tout cas, bonjour à tous. Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter un webinaire dédié au bail commercial. Il est fortement conseillé de se faire accompagner dans la rédaction de ce type de contrat. Il peut impacter significativement la vie d'une entreprise, mais aussi la vie personnelle du dirigeant. Comme tout contrat, l'établissement du bail permet de fiabiliser le bailleur et le preneur. Nous souhaitons que les deux parties comprennent bien les tenants, les risques et les avantages de certaines clauses. On vous propose un format 369. On balayera les 9 clauses fondamentales du bail commercial, les 6 points financiers lors de la prise d'un local et enfin les 3 réponses aux litiges les plus fréquents sur ce sujet. Alors pour ce faire, je suis accompagnée de 3 experts. Julie Delannoy, formatrice développement d'entreprise, société Améliore ta gestion. Guillaume Bricard, notaire à Lille, spécialiste des opérations immobilières. Et Marie-Laure Fernandez, consultante spécialisée en immobilier commercial. Donc les 3 intervenants vont mettre leurs coordonnées, numéro de téléphone et adresse mail dans le chat. On me l'a déjà demandé dans plusieurs webinars. Si vous avez des questions comme ça pourra vous permettre de vous rapprocher d'eux directement. Alors, vous pouvez poser vos questions dans le chat, mais si c'est des questions un peu plus spécifiques, ils restent à votre entière disposition. Alors, je vous propose de démarrer par les fondamentaux du bail commercial et donc avec Marie-Laure. Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, on va parcourir ensemble les différentes clauses du bail sur lesquelles il est important d'être vigilant et de s'y attarder. Donc, on commence par la prise à bail. La prise à bail qui n'est pas réellement une clause, mais c'est important. Donc, effectivement, le bail commercial, en général, est le bail qu'on signe en premier quand le locataire a décidé de créer une société. Il va devoir établir le siège social de sa société. Et donc, il va devoir signer un bail commercial assez rapidement. Donc, il est important de ne pas prendre le bail au nom personnel du gérant, mais de le faire au nom et pour le compte de la société en formation. Donc, il y aura effectivement à ce moment-là le bailleur qui va souvent vouloir mettre une clause pour s'assurer de l'immatriculation de la société, qui va devoir, donc le cabis va devoir être transmis dans une certaine durée après la signature du contrat de bail. Alors, effectivement, c'est un engagement assez important, le bail commercial, parce on le verra par la clause suivante, mais on a un engagement d'au moins un minimum de 3 ans. Donc, effectivement, si le locataire prend le bail en son nom personnel et qu'il s'avérait que la société ne fonctionne pas, eh ben, il va devoir quand même engager et payer le loyer jusqu'au terme des 3 ans. Donc, on en arrive effectivement à la durée du bail. Donc, le bail commercial a une durée de 9 ans, donc on l'appelle le 369, parce qu'effectivement, il y a une possibilité de résiliation triennale par le locataire au terme des 3 ans, des 6 ans et des 9 ans. Le bail commercial, quant à lui, a une durée minimum de 9 ans. Il peut être supérieur, mais il a une durée minimale de 9 ans. C'est uniquement le locataire qui a la possibilité de résilier au terme des 3 ans et des 6 ans. D'ailleurs, dans ce cadre-là, il n'y a plus la possibilité de faire de baux, comme on a pu le voir il y a un certain nombre d'années, des baux fermes de 6 ans ou de 9 ans. Donc, le bailleur ne peut pas demander au locataire de renoncer à cette résiliation triennale. Il y a quand même quelques exceptions à cela. C'est sur les baux qui ont effectivement une durée de plus de 9 ans, les baux qui sont à usage exclusif de bureau ou à usage exclusif de stockage et les baux de locaux monovalents. Donc, le locaux monovalent, c'est les locaux qui ont été construits pour une seule utilisation, une seule activité. Donc, on peut imaginer le cinéma, les bowling, un hôtel également. Donc, on va faire le parallèle effectivement avec le bail professionnel qui existe. Donc, le bail professionnel a une durée de 6 ans. Il est en général destiné aux professions libérales. Donc, le bail professionnel, dans le cadre du bail professionnel, le locataire a la possibilité de résilier à tout moment, moyennant un préavis de 6 mois.
Dans le bail commercial, il a la possibilité de résilier, donc comme on l'a vu, à chaque période triennale, moyennant également le préavis de 6 mois. Le bail professionnel, le bailleur, lui, quant à lui, est tenu des 6 ans et il peut donner résiliation au terme des 6 ans. Et dans le cadre du bail commercial, il pourrait donner résiliation au terme des 9 ans uniquement, mais à condition de verser une indemnité, parce qu'effectivement, le bail commercial confère aussi le droit au renouvellement du bail, donc ce qu'il n'y a pas dans le bail professionnel. Donc c'est la différence avec le bail professionnel également. Au terme des 6 ans, le bailleur peut donner résiliation sans aucune raison. En revanche, pour le bail commercial, il pourra donner résiliation au terme des 9 années, mais il devra verser une indemnité au locataire pour indemniser effectivement de la perte de ce droit au renouvellement, parce qu'effectivement, le bail commercial fait partie intégrante de son fonds de commerce. Donc, ouais, donc sur un bail 369, si on souhaite résilier, c'est 2 ans et demi, 5 ans et demi, 8 ans et demi. Oui, c'est ça, tout à fait, parce qu'on tient compte de la durée de préavis de 6 mois. Donc, pour un exemple concret, effectivement, un bail qui serait signé au 1er janvier 2021, on a la première période triennale qui se termine au 31 décembre 2023. Pour pouvoir sortir au 31 décembre 2023, le locataire devra donner congé au plus tard pour le 30 juin 2023. Ça peut être aussi bien avant, hein, il peut aussi donner sa résiliation bien avant. Après, le bail 369 protège aussi le commerçant ou l'artisan qui fait des travaux aussi dans le local. C'est aussi l'objectif de pouvoir garder le local sur une durée assez significative quand on fait des travaux significatifs dans le local. Oui, tout à fait, c'est vrai. Alors après, on a la révision du loyer. Ah, on n'a pas abordé le bail dérogatoire, juste mon dernier point. Et donc, on a le bail dérogatoire, donc petite alternative, donc qui est prévu au Code de commerce. Donc, effectivement, on sort de bail à laisser. C'est un bail qui est conclu pour une durée maximum de 3 ans. Et là, par contre, sur les facultés de résiliation, c'est librement négociable entre le bailleur et le locataire. Donc, on pourrait imaginer un bail d'une durée de 3 ans avec une possibilité de sortie à tout moment pour le locataire uniquement, ou alors pour les deux parties à tout moment du bail, moyennant un préavis qui peut être aussi réduit, qui n'est pas forcément cantonné aux 6 mois. Et l'avantage du bail dérogatoire, ça peut être intéressant pour le locataire qui n'est pas sûr de l'emplacement qu'il a choisi. Et également, ça peut être intéressant pour le bailleur pour s'assurer du sérieux de son locataire. Donc voilà, ça a un certain avantage dans certaines conditions de pouvoir conclure un bail dérogatoire. Complètement, ça peut être optimum pour une phase de test. Alors par contre, attention, c'est vrai que quand on s'implante à un endroit, on crée un fonds de commerce à cet endroit. Donc les clients peuvent avoir l'habitude d'être sur ce lieu. Donc si on rebouge après au bout d'1 an, si c'est un bail dérogatoire, on peut il va falloir prévoir quand même une communication auprès des clients pour qu'il n'y ait pas de déperdition de clientèle. Mais c'est vrai que le bail dérogatoire, on le voit aussi. Après, rien n'empêche le locataire de se rendre compte qu'effectivement, il est bien établi, d'entrer en négociation avec son bailleur et pour le transformer plus rapidement en bail commercial. Aussi, hein. Ouais. Enfin, il y a toujours cette possibilité. Si les relations se passent bien, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Complètement. Après, en ce moment, on voit pas mal de beaux dérogatoires, justement, j'en ai fait pas mal, c'est il y a quelques mois concernant les laboratoires pour faire les tests Covid. Hein, donc, les propriétaires, du coup, font des beaux dérogatoires parce qu'ils pensaient que ça allait pas durer très longtemps. Puis finalement, la situation s'éternise. Donc, il faut faire attention que ça dépasse pas les 3 ans, comme Marie-Laure l'a dit, parce que sinon, vous tombez après sur un bail commercial. Et à défaut d'avoir prévu déjà les conditions de ce bail commercial, vous êtes soumis directement au code de commerce, donc avec des règles qui parfois qui peuvent être ennuyeuses pour le locataire ou pour le propriétaire. Tout à fait. Alors, j'espère qu'on n'ira pas jusqu'aux 3 ans pour le dérogatoire des tests Covid. Je suis assez d'accord. Merci. J'en profite, j'ai une question concernant justement l'indemnité à payer par le bailleur donc s'il veut prendre congé au terme des 9 ans. C'est une question de Thierry. Est-ce que ce montant est fixé au moment de la signature du bail commercial, c'est-à-dire initialement, ou est-ce que c'est négocié entre les personnes, ou est-ce que c'est déterminé par un tiers? Alors non, elle ne peut pas être fixée au moment du démarrage du bail parce qu'en fait, cette indemnité d'éviction, elle va indemniser le locataire de la perte de son fonds de commerce parce qu'effectivement, le bail commercial, on l'attribue, enfin voilà, il fait partie intégrante du fonds de commerce
L'emplacement fait partie intégrante du fonds de commerce qui appartient au locataire. Et au moment du démarrage du bail, malheureusement, on ne connaît pas la valeur du fonds de commerce du locataire. Donc, elle ne pourra pas être fixée en amont. Alors, la révision du loyer. Oui, alors la révision du loyer, donc c'est le loyer qui est révisé parce que le loyer ne reste pas fixe durant les 9 ans, malheureusement. Et donc, il existe la révision triennale et l'indexation. Donc, la différence, on va déjà évoquer la différence. La révision triennale, elle est obligatoire, prévue au Code de commerce et doit avoir lieu donc tous les 3 ans. L'indexation, qui est plus courante, en général, systématiquement est prévue une indexation, elle est annuelle, donc effectuée chaque année. Et donc cette révision, ces révisions sont faites en fonction d'un indice qui est publié par l'INSEE. Donc les indices ne sont pas choisis au hasard, hein. On a l'obligation donc de choisir entre l'ILC, l'indice des loyers commerciaux, ou l'ILAT, l'indice des loyers des activités tertiaires. Et donc, ces indices seront choisis en fonction de l'activité du locataire. Donc, en fonction de son activité, on choisira l'indice à utiliser. Pardon. Pas de problème. Et donc, ensuite, on a les charges récupérables et les travaux d'entretien. Oui, alors les charges récupérables, donc quand on conclut un bail, on a le loyer qui est prévu et en général, on a également une provision sur charge qui est demandée, donc provision qui est estimée en fonction du montant des charges qui sont refacturées au locataire et qui sont régularisées chaque année. Donc, on connaît tous les charges classiques qu'il peut y avoir quand on fait une location, donc les consommations d'eau, d'électricité, enfin l'entretien des parties communes, ce type de choses. Pour les locaux commerciaux, on a aussi des charges particulières, donc notamment l'impôt foncier, qui est de l'assurance du propriétaire aussi qui pourrait être facturée. Ces charges doivent être détaillées dans un annexe au bail, c'est obligatoire, et cette annexe doit comprendre la clé de répartition, ce qui veut dire que le locataire doit être en mesure de connaître tout de suite, enfin, de pouvoir calculer sa quote-part, parce qu'il va lui être refacturé chaque année. Voilà, dans le bail. Donc, il y a des charges qui ne peuvent plus être facturées au locataire, donc depuis 2014. C'est les honoraires de gestion. Donc, un bailleur qui mettrait son bien en gestion via une agence immobilière, il paye des honoraires de gestion à cette agence pour effectuer le travail d'appel de loyer, etc. Ces honoraires étaient, il y a plusieurs années, refacturés aux locataires, enfin pouvaient l'être, désormais elles ne peuvent plus être facturées. Et également, les charges qui ne peuvent plus être facturées sont les charges des gros travaux qui concernent les parties communes. Donc effectivement, l'article 606 du Code civil, hein, qu'on appelle le clos et couvert. Donc on embraye justement du coup sur les travaux et l'entretien. Donc là, on parle des travaux qui vont avoir lieu en cours de bail, pendant la vie du bail, et l'entretien du local pendant la vie du bail. Donc là, c'est pareil, les gros travaux relevant de l'article 606 du Code civil, donc le clos et le couvert, donc ce qui concerne vraiment la structure de l'immeuble, hein. On entend par là la toiture, les travaux de structure d'immeuble, ne peuvent plus être facturés, ne peuvent plus être mis à la charge du locataire, hein, désormais, depuis 2014. En revanche, l'entretien du local en cours de bail est, lui, en général, mis à la charge du locataire, donc il va devoir entretenir couramment, enfin voilà, régulièrement son local pour le maintenir en bon état. D'ailleurs, un annexe également doit être, il y a 2 annexes qui doivent être ajoutées au bail, donc c'est pour que le locataire sache les travaux qui ont été effectués ces 3 dernières années dans le local et les travaux qui sont également prévus dans les 3 prochaines années. Ça permet d'avoir que le locataire soit éclairé sur les travaux qui ont été faits et qui sont à prévoir. Alors c'est vrai que nous en comptabilité, moi j'aime bien demander lorsqu'il y a de la refacturation les vrais avis, les avis par exemple de taxes foncières, parce que sur par exemple j'ai un client en tête qui avait une refacturation depuis une quinzaine d'années, hein, enfin de sa taxe foncière en fait, et c'était toujours refacturé la même chose. Donc c'est vrai qu'en demandant l'avis parfois, ben, on a des surprises parfois à la baisse, des appels des appels. Donc c'est vrai que ça peut. Donc nous on le demande systématiquement, donc avec les refacturations qui est bien.
les les factures définitives derrière. Au passage aussi, la taxe foncière, on essaye d'avoir une proratisation de la taxe foncière sur la première année, c'est-à-dire si vous prenez un bail par exemple en septembre, de payer la taxe foncière de septembre à décembre, mais pas de janvier à décembre. Voilà. Oui, en effet. Alors, D'autant que ce qu'il faut faire aussi attention, c'est au niveau des provisions. Généralement, le bailleur prévoit une provision sur ses charges qui sont mises à la charge du locataire. Mais il n'y a jamais de régularisation en fait pendant le bail, alors que normalement, ça doit faire l'objet d'une régule annuelle. Et donc, c'est bien au locataire qui incombe de demander cette régularisation parce qu'elle est importante. Généralement, vous avez des trop perçus qui sont à rembourser, mais qui sont en pratique jamais remboursés par les bailleurs. Donc, en tant que locataire, je trouve que c'est quand même un point sur lequel il faut être vigilant. Et c'est souvent le comptable qui est vigilant sur ce point. Oui, ça c'est fait de vrai. la trésor, un peu de trésor actuellement, ça fait pas de mal. Non, je rigole. Alors, destination. Oui, donc on passe à la clause de destination. Donc c'est une clause très importante parce que c'est la clause qui va déterminer les activités qui pourront être exercées dans le local. Donc le locataire doit être extrêmement vigilant sur la rédaction de cette clause par rapport aux activités qu'il exerce. Donc il faut qu'il s'assure que toutes les activités, qu'elles soient principales ou accessoires, soient bien mentionnées dans cet article pour pas que justement il puisse se trouver en difficulté par la suite. Et le bailleur doit aussi également être vigilant sur la rédaction de cette clause, parce que il faut qu'il s'assure que l'activité qu'il va autoriser à son locataire, elle soit autorisée par le règlement de copropriété si jamais il est en copropriété. Et donc, il existe la clause tout commerce, donc clause qui peut être particulièrement intéressante pour le locataire parce qu'effectivement, elle permet d'exercer toutes les activités sans restriction. Donc, effectivement, ça peut être très, très intéressant pour lui. Elle est extrêmement rare parce qu'effectivement, elle doit appeler à la vigilance, notamment pour le bailleur qui doit s'assurer de pouvoir délivrer un local conforme et donc effectivement, il doit pouvoir s'assurer que toute l'activité puisse être exercée dans son local. Donc ça peut être, il faut qu'il soit très vigilant là-dessus. Oui, donc ça voudrait dire qu'on pourrait passer d'une boucherie à une discothèque au même Voilà, endroit. exactement, c'est ça. Donc effectivement, Sauf c'est vrai que au niveau de la réglementation, c'est pas les mêmes réglementations qui s'appliquent au niveau des règles de sécurité, d'incendie, d'hygiène et d'accessibilité des personnes handicapées. Donc du coup, effectivement, le bailleur, il a quand même, en consentant un bail tout commerce, il prend quand même un grand risque qu'à un moment donné, un futur locataire qu'il ne connaît pas encore, mais qui a racheté le droit au bail ou le fonds de commerce, adopte une activité qui va l'obliger à faire certaines dépenses liées aux gros travaux qu'entraînerait cette mise en œuvre. ouais, tout à fait. Alors ensuite, la cession et la sous-location. Oui, alors effectivement, donc on vient justement d'aborder rapidement la cession avec Guillaume. Donc la sous-location, on va d'abord aborder la sous-location. C'est la clause qui permettrait au locataire de sous-louer tout ou partie de son local. Donc en général, elle est interdite par défaut. Maintenant, c'est tout à fait négociable. Il faut savoir qu'elle sera souvent encadrée. Si elle est autorisée, elle sera encadrée dans la mesure où le sous-locataire, on va faire en sorte que le sous-locataire n'ait aucun rapport, ne puisse avoir aucun lien avec le bailleur. D'ailleurs, il n'a aucun lien contractuel avec le bailleur. Et notamment, je parlais du droit au renouvellement tout à l'heure. Le locataire, s'il ne prétend pas à son droit au renouvellement au bail, du bail commercial, le sous-locataire, lui, ne pourra pas se substituer pour obtenir ce droit au renouvellement. Donc, il y aura vraiment des conditions d'encadrement de cette sous-location si elle est autorisée. La cession, c'est autre chose. Donc là, on distingue la cession du droit au bail et la cession de fonds de commerce. La cession de droit au bail, c'est uniquement la cession du bail commercial. Donc uniquement le bail en cours avec le local en fait. La cession de fonds de commerce, en revanche, c'est le locataire qui va céder son activité à part entière, donc le commerce avec sa clientèle, son matériel, etc. Donc, la cession de droit au bail en général, elle est interdite parce qu'effectivement, c'est assez risqué. Et puis voilà, on autorise plutôt la cession de fonds de commerce avec des conditions.
Donc, les conditions sont en général l'agrément au bailleur, enfin l'agrément du bailleur, donc il faut obtenir l'agrément du bailleur, et également son intervention à l'acte de cession. Il va aussi être exigé que le locataire soit à jour de ses loyers au moment de la date de cession. Et le bailleur va se prémunir parce que là, il va se retrouver avec un locataire qu'il n'aura pas choisi. Donc, dans ces cas-là, il va se prémunir en incluant une clause qui indique que le cédant va rester garant du paiement des loyers durant 3 ans. Ça permet de s'assurer que le cédant, dans le choix de son cessionnaire, il s'assure un minimum du sérieux de son cessionnaire et de sa solvabilité. Ça engage un petit peu plus le cédant sur cette cession. Alors c'est vrai que nous, on conseille pas mal de réécrire un nouveau bail lorsqu'il y a une vente, pour plein de raisons, mais déjà notamment celle-là en fait. C'est vrai que si on a encore cette clause qui traîne, c'est pas l'idéal pour une activité professionnelle. Et puis aussi, on essaye aussi de faire caler la durée du bail avec la durée de l'emprunt. Ça veut dire que s'il y a une cession de fonds de commerce et qu'il reste 2 ou 3 ans de bail, on a un emprunt sur 7 ans et demi, parce que généralement on a le différé. Ça veut dire qu'on a fait des travaux dans le local qui sont remboursables sur la durée du prêt. Nous, en fait, comptablement, on conseille une resignature de bail. Voilà. Mais c'est vrai qu'on retrouve souvent aussi, on récupère le bail en cours de route et on continue avec ce bail. Oui, alors après, c'est le bailleur qui va accepter ou non de signer un nouveau bail. De toute façon, ça restera le bailleur qui va l'accepter ou non. Il faut savoir l'amener et le présenter. C'est toujours pareil. C'est ça, il faut savoir l'amener. Et puis, on s'expose aussi à une renégociation de certaines clauses que dans le cas de la cession, c'est vraiment les clauses du bail antérieur qui s'appliquent. Donc, après, à voir, il faut prendre… Ça dépend le bail, en fait. Ça dépend si c'est ça. la tête qu'il a avant la session. C'est vrai, aussi. Ça peut mériter d'être refait. Alors, ensuite, on a le droit de préemption. Oui, le droit de préemption, donc un droit qui a été mis en place en 2014. Donc, c'est le droit de priorité en cas de vente du local par le bailleur. Donc, le bailleur décide de vendre son local. Il devra forcément présenter en priorité à son locataire les conditions de vente. Donc, à savoir le prix, etc. Et d'ailleurs, si le locataire ne prétend pas à devenir acquéreur au moment de cette présentation, qui trouve un tiers qui se porte acquéreur et qu'il y avait une négociation sur le prix, devra à nouveau représenter ces nouvelles conditions de prix à son locataire qui restera prioritaire dans ce cas-là sur la vente, sur l'achat du local. Super. Merci beaucoup, Marie-Laure, pour tous ces points et ces conseils. Guillaume, ah non? On a encore une clause. C'est ce que j'allais dire. Ah oui, il faut que oui, tout à fait. On termine par la clause résolutoire. Donc, c'est la sanction à l'encontre du locataire en cas d'inexécution d'une ou plusieurs obligations. Elle permet au bailleur d'obtenir la résiliation anticipée du bail. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est pas anodin. Le bail commercial, le local fait partie intégrante du fonds de commerce. Donc, voilà, c'est pas anodin pour le locataire de perdre son bail. Donc, en fait, le bailleur va délivrer un commandement de faire ou de payer. Le locataire aura 1 mois pour exécuter son obligation. S'il ne le fait pas, le bailleur sera en droit d'aller devant le juge pour obtenir la résiliation du bail. Donc, ça peut aller extrêmement vite. Donc, du coup, mon conseil là, en ce qui concerne cette clause, c'est que le locataire, quoi qu'il arrive, quelle que soit la raison, ne doit jamais se mettre en situation de défaut de paiement vis-à-vis du bailleur, parce qu'effectivement, cette procédure peut être très rapide. Parce que ce qu'on voit souvent, c'est le bailleur qui s'est engagé à effectuer des travaux, par exemple, dans le local. Il ne le fait pas. Le locataire se dit, moi, mon moyen de pression, c'est le loyer, je vais arrêter de le payer. Très mauvaise idée. Il ne faut pas qu'il fasse ça. Donc, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est demander l'autorisation au juge de pouvoir bloquer les loyers sur un compte séquestre auprès d'un professionnel, donc un huissier, un notaire ou un avocat qui permet de mettre, il va payer les loyers, le locataire va continuer de payer ses loyers, mais le bailleur ne les touchera pas jusqu'à ce qu'il ait réalisé. Mais il faut impérativement qu'il obtienne l'autorisation du juge pour pouvoir faire cette rétention et ne pas le faire seul. Voilà.
Bon, super. Ben, merci beaucoup, Marie-Laure, pour toutes ces précisions. Et on va passer aux 3 focus pratiques au fil du bail commercial avec Guillaume. Oui, donc effectivement, sans revenir sur ce que Marie-Laure donc a indiqué sur le déroulé de la rédaction d'un bail commercial, j'avais envie d'évoquer avec vous donc des questions finalement incontournables lors de la conclusion d'un bail commercial. En fait, si vous voulez, on passe jamais assez de temps enfin les clients passent jamais assez de temps lorsqu'ils établissent un bail commercial. Généralement, le truc typique, c'est l'entrepreneur, le jeune entrepreneur qui arrive, c'est sa première affaire, c'est peut-être sa deuxième affaire ou sa troisième affaire qui monte. Lui, si finalement il a la tête dans le guidon, il est dans la production, il a envie d'ouvrir, et finalement le bail, c'est une case à cocher. Mais c'est pas qu'une case à cocher parce que ça va entraîner en fait toute une série de choses par la suite dans le cadre de l'exécution du bail qui va durer plusieurs années et aussi au moment où il va mettre fin au bail, soit par la cession, soit par la résiliation du bail. Donc, plutôt que ce soit une case à cocher pour l'entrepreneur, il faut vraiment qu'il s'y attarde avec quelqu'un, un conseil, parce que généralement, le bailleur, lui, aura son conseil, et le bailleur, généralement, c'est souvent quelqu'un qui a déjà un patrimoine et qui sait être conseillé et qui aura, du coup, bien ficelé son bail commercial. Donc, il faut vraiment, là c'est un peu le cliché, mais il faut vraiment bien avoir ça en tête. Surtout qu'en fait, les baux commerciaux, c'est une matière qui est en perpétuelle évolution. Et donc, finalement, on n'est jamais à jour de cette matière complètement, puisque les tribunaux rendent des décisions de manière hebdomadaire sur les baux commerciaux, parce que c'est une matière où il y a beaucoup de conflits. Donc en fait, simplement, on va évoquer ensemble lors de la conclusion du bail les points de vigilance qu'il faut avoir, puis ensuite lors de l'exécution, puis la dernière partie, ce sera lors de la fin du bail. Donc lors de la conclusion, en fait, il faut réaliser, et généralement, ça c'est le professionnel dont vous chargez de rédiger le bail, qui va faire un audit de ce que vous souhaitez en fait, tant en tant que propriétaire, investisseur, qu'en tant que locataire, entrepreneur. Et en fait, vous avez des intérêts qui sont pas les mêmes. Donc le but, ça va être, enfin, c'est en fait un curseur, hein, et ça va être de trouver le bon équilibre entre les deux. Et ça, c'est justement notre boulot en tant que professionnel, de trouver le bon équilibre. Généralement, parfois les gens font le bail eux-mêmes, hein, c'est tout à fait possible. Mais il y a quand même pas mal de risques que ça vous pose problème par la suite. Donc déjà rien que sur le choix du bail commercial, est-ce qu'il est vraiment opportun de faire un bail commercial? Parfois, on est obligé de le faire parce que vous avez la qualité de commerçant, et donc on est automatiquement soumis aux baux commerciaux, et ça protège bien entendu le locataire qui est en place. Comme Marie l'a dit tout à l'heure, vous avez la propriété commerciale avec un droit à renouvellement et un fonds de commerce. Mais parfois, ça va être facultatif, et dans certaines circonstances, on va pouvoir faire un bail professionnel. Le bail professionnel, il laisse plus de liberté à la profession libérale qui va exploiter les lieux, et parfois, ce sera souhaitable quand l'orthophoniste qui va s'installer veut tester la clientèle dans le quartier pour ensuite acheter des locaux à son nom dans quelques mois. Donc, c'est vraiment là-dessus où finalement, il faut faire attention avant de s'engager dans la conclusion d'un bail. Après, c'est vrai que l'avantage du bail commercial, c'est la sécurité, la stabilité, tant pour le locataire que pour le propriétaire. Ensuite, on a dit qu'on pouvait faire un contrat de bail directement entre les parties. Généralement, la question qui m'est posée, c'est à quoi ça sert de faire un bail devant notaire? Finalement, généralement, c'est surtout au-delà du conseil que peut avoir le propriétaire et le locataire. Généralement, le bail notarié se fait vraiment à la demande du propriétaire. Pourquoi? Parce que vous reconnaissez en fait devant notaire devoir bien légitimement un loyer en contrepartie de votre local, et donc en cas de problème, la récupération du local par le propriétaire et la récupération de son loyer sera beaucoup plus simple, puisqu'en fait le bail qui est signé par notaire, à force de jugement entre les parties, il peut directement avoir vocation à se faire exécuter par un huissier de justice. Au niveau du bail commercial en tant que tel, finalement, il est prévu dans le code de commerce, à défaut de convention entre les parties. Mais le jeu, en fait, ça va être de dire, non, nous, ce qu'on veut pas, c'est pas le bail commercial qu'il y a dans le code de commerce, c'est de pouvoir l'ajuster avec des clauses, des conventions entre les parties, qui vont pouvoir finalement être un bail sur mesure pour le bailleur et pour le locataire.
Et en fait, dans les ajustements contractuels, ce dont on se rend compte, et quand je conseille des entrepreneurs qui prennent un bail, c'est que finalement le locataire, c'est toujours le parent pauvre de la matière, puisque c'est le propriétaire finalement qui impose beaucoup de choses. Et vous voulez le local, donc finalement vous dites oui. Cependant, il y a une loi qui est intervenue là en 2014 qui permet quand même de protéger davantage le locataire, et Marie-Laure en a parlé tout à l'heure. Donc après, les points de vigilance sur lesquels il faut faire attention, c'est par exemple la désignation de ce que vous louez. Qu'est-ce qui est marqué dans le bail? Est-ce que vous louez simplement un local? Est-ce que vous louez la cave? Est-ce que vous louez les parkings qui sont à côté? Et ça, c'est vraiment important parce que si jamais, à un moment donné, en cours de bail, le bailleur donne son accord pour que vous louiez en plus une place de stationnement à côté sans faire d'avenant en bail, à la fin du bail, ça peut entraîner des conséquences comme un déplafonnement du bail, c'est-à-dire que le loyer en fin de bail ne sera plus garanti. Sur la durée, on a un peu aussi évoqué tout à l'heure, on a parlé du bail dérogatoire qui, quand il arrive à échéance, vous tombez sur un bail commercial. On a d'autres risques. Par exemple, parfois j'ai des clients qui viennent me voir avec un bail qui est directement fait entre les parties, et finalement ils ont cru faire un bail de 9 ans. Sauf que quand on regarde bien dans le bail qu'ils ont conclu entre eux, ils ont fait ça un peu la veille parce qu'ils étaient pressés. Puis ils ont fait un bail qui commençait par exemple à courir à compter du 15 avril 2021 pour se terminer dans leur tête 9 ans plus tard, le 15 avril 2030. Sauf que 9 ans plus tard, c'est pas le 15 avril 2030, c'est le 14 avril 2030. Et donc, le fait d'avoir un bail qui soit conclu de 1 an, de 9 ans plus 100 jours, vous allez tomber dans le côté obscur, si je puis dire, de la matière, puisque vous allez perdre toute la protection d'un bail 369. C'est-à-dire que dans l'acte, il pourra être indiqué que vous n'avez pas la faculté de résilier le bail tous les 3 ans, comme Marie l'a indiqué tout à l'heure. Et en plus de ça, si vous laissez le bail courir au-delà des 12 ans, vous pourrez avoir un déplafonnement du bail avec un loyer qui n'est plus encadré. Donc ça, c'est important. Et du coup, je me permets de rebondir sur la question de Guillaume, qui porte le même prénom que moi, qui est donc en train de racheter une boulangerie et qui a le même bail depuis 2003. Donc, il nous indique que la fin du bail est donc en 2022. Et il demande si finalement il doit attendre le renouvellement de son bail pour mettre à jour, ou est-ce qu'il peut le faire dès maintenant au moment de la cession. Et en fait, c'est tout le problème, et il y a une confusion des clients là-dessus, c'est que un bail, une fois qu'il arrive à échéance, une fois qu'il arrive au bout des 9 ans, il n'est plus renouvelé. Il n'y a pas de renouvellement automatique comme un bail d'habitation. Votre bail, il est en tacite reconduction. C'est-à-dire que à tout moment, le locataire peut partir. Une fois qu'il a terminé ses années, du bail, il peut partir à tout moment en respectant un préavis de 6 mois. Et à l'égard du propriétaire, le propriétaire, lui, de son côté, il va attendre patiemment que la 9e année se déroule, la 10e année se déroule, la 11e année se déroule, et il va attendre la 12e année pour vous demander un déplafonnement du bail avec une augmentation du loyer que vous ne pourrez pas refuser. Et donc, du coup, en fait, pour répondre à la question de Guillaume, il est certain que quand on arrive au bout des 9 ans, donc à la 8e année, 8 ans et demi, il faut directement demander un renouvellement, une offre de renouvellement à son propriétaire afin que le bail soit renouvelé. Sinon, on n'a pas de renouvellement, on a une reconduction. C'est pas du tout la même chose. Alors, cette offre de renouvellement, quand on est à la fin du bail, on la fait par huissier, parce que il faut pas que vous oubliez une mention et que ce soit pas correct et que le bailleur puisse s'en prévaloir. Bon, Guillaume, pour autant, il ne faut pas être désemparé, il y a quand même des solutions. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est dans le cadre de votre rachat de fonds de commerce, je pense qu'il est vraiment essentiel, en même temps d'acheter le fonds de commerce, finalement, comme Marie l'a expliqué tout à l'heure, de re-signer un nouveau bail commercial. Alors, soit un nouveau bail commercial, soit un renouvellement de ce bail, le même jour que la cession. Il faut pas attendre, il faut que ce soit une condition de votre achat. Je pense que c'est la meilleure. Guillaume a fait une petite précision, il est bailleur et non exploitant. Ah, ok, d'accord. Il est côté bailleur. Donc, du coup, les règles s'appliquent de la même manière. J'ai pas d'opposition, un pour le bailleur, un pour le locataire. Mais c'est certain que dans ce cas de figure, il faut quand même renouveler le bail.
Alors vous allez me dire, bah oui, mais moi ce que je trouve, vous me dites que au-delà des 12 ans, je peux demander un déplafonnement du bail, ça m'intéresse. Je pense que ce qui est quand même sécurisant pour le bailleur d'avoir un renouvellement ou d'avoir un nouveau bail, c'est finalement d'avoir une certitude que vous soyez payé et que vous ayez un loyer pendant 3 ans de manière ferme. Je pense que c'est ça le principal avantage du bailleur sur le sujet. Donc ça, en fait, ça m'amène à la deuxième partie de l'exécution du bail commercial. Et donc sur l'exécution du bail commercial, on a parlé tout à l'heure de faire attention aux avenants. Hein. Généralement, les gens font un bail notarié au début, puis ils veulent changer quelques bricoles et puis ils font un avenant en cours de route. Généralement, l'avenant, ça va permettre au bailleur d'obtenir le déplafonnement du loyer en fin de bail. Donc c'est pas la bonne idée. Dès l'instant où on change quelque chose dans le bail, et ben on refait un nouveau bail. Au niveau de la cession, le point de vigilance, quand on est locataire et qu'on cède son fonds de commerce, c'est quelles seront mes obligations à l'égard de mon bailleur une fois que je serai plus dans les locaux. La clause de solidarité, on en a parlé tout à l'heure, elle a peut-être une efficacité redoutable et parfois elle est même à double détente, c'est-à-dire que même si par exemple vous tombez en liquidation judiciaire, le liquidateur ne pourra pas céder votre fonds sans que le repreneur du fonds en liquidation judiciaire ait réglé votre ardoise. Donc ça peut rendre votre fonds finalement invendable. Ensuite, il faut faire aussi attention lors de l'exécution du bail. C'est vraiment quelque chose qui est d'actualité. C'est au niveau des franchises ou des abandons de loyer, appelez ça comme vous voulez, en cours de bail. Pourquoi? Parce que, ou lors de la conclusion, généralement, les gens arrivent et ils disent, mon locataire, il va me faire des travaux, donc, je lui consens 3 mois de franchise, pendant 3 mois, il ne paiera pas de loyer. Il faut vraiment bien rédiger ça dans l'acte, parce que la manière dont ça peut être rédigé, c'est-à-dire dire 3 mois de loyer égale des travaux, par l'administration fiscale, ça peut être considéré comme un loyer finalement indirect et déguisé, et comptablement et fiscalement, vous pouvez avoir un redressement, et en tout cas pour le bailleur, et ça peut être du coup, même si vous n'avez pas encaissé le loyer, ça peut être imposé comme si c'était un loyer, même si vous n'avez pas perçu le loyer. La deuxième chose, c'est que parfois, on a des baux qui sont mal rédigés, où on dit, à compter de la date du bail, je consens 6 mois de franchise à mon locataire. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait lors du renouvellement? Vu qu'on renouvelle le bail dans les mêmes conditions, ça veut dire qu'au renouvellement, il y a encore 6 mois de franchise. Et ça, c'est déjà arrivé à certains de mes clients. Et c'est des choses sur lesquelles les juges tranchent en faveur du locataire avec 6 mois de franchise à nouveau. D'accord. Donc, c'est vraiment des points de vigilance importants. Après, au niveau de ces points de vigilance, en ce moment, on a un peu parlé de la clause résolutoire. Avec la Covid, ce qu'il faut, c'est vraiment à l'égard de son propriétaire, si on est exploitant, lui faire part de ses difficultés. Et si on est propriétaire, mettre en démarche son locataire de payer. Mais dans tous les cas, si vous voulez, si le commerce est fermé, on ne pourra pas demander tout de suite la résolution du loyer parce qu'il y a des dispositions spécifiques qui ont été prises pour la crise sanitaire. Et donc, il est du coup interdit de demander la résolution sur ce motif pour l'instant. Et l'avocat du locataire va lui, invoquer plein de raisons qui font que le loyer pour l'instant peut pas être payé. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera jamais payé, mais vous pouvez pas vous en prévaloir pour demander la résolution du bail. Donc en fait, généralement, les arguments qu'on entend le plus, c'est la force majeure déjà, c'est j'ai pas pu ouvrir mon local parce qu'on m'interdit de l'ouvrir. Ensuite, c'est l'obligation de délivrance. J'ai un bail commercial où je dois vous payer un loyer, mais en contrepartie, vous devez me donner un local qui doit être ouvert. Aujourd'hui, je suis pas en mesure d'ouvrir, donc je vous paye pas le loyer. Donc c'est toute une série de choses qui font que pour l'instant, il faut, je pense, être plutôt dans la négociation que dans la confrontation. Sachant que pour le bailleur, c'est pareil. Et parfois, j'ai des bailleurs qui ont consenti des franchises de loyer aux locataires, notamment pour le mois de novembre 2020. Faut savoir que vous bénéficiez d'un crédit d'impôt pour partie sur les sommes dont vous avez fait cadeau à votre locataire. Maintenant, ça nous amène à la fin du bail. Pour la fin du bail, est-ce qu'on doit systématiquement renouveler le bail? C'était la question de Guillaume. La réponse est oui, et vraiment, mettez-vous un rappel dans votre agenda 9 ans plus tard, 8 ans et demi plus tard, parce que c'est vraiment un point sur lequel il faut être vigilant et sur lequel on a vraiment des gros problèmes.
Ensuite, on a au-delà du renouvellement dont j'ai parlé tout à l'heure, on peut avoir aussi des questions qui peuvent se poser lors des cessions ou des résiliations. Finalement, comment on met fin à un bail? Soit en le cédant à quelqu'un d'autre, mais il faut être vigilant sur l'acte de cession, savoir qu'est-ce que l'on cède. Est-ce que l'on cède simplement le bail en tant que tel, ou est-ce qu'on va céder le bail avec du matériel, avec une clientèle, avec de la marchandise? Et en fait, souvent, moi, j'ai eu le cas encore avant-hier dans mon bureau, une dame qui achetait encore une fois une boulangerie. Et elle me dit, moi, je rachète un fonds de commerce. Et puis, en fait, quand on regarde dans le détail, en fait, elle ne rachetait pas un fonds de commerce, mais elle rachetait un droit au bail. Alors, elle me dit, oui, mais ça, c'est sur papier, mais pour moi, c'est la même chose. Et c'est pas tout à fait la même chose, parce que ne serait-ce que comptablement, ça va pas être comptabilisé de la même manière. Vous allez pouvoir amortir ou non s'il y a du matériel ou pas. Donc, et encore une fois, vous allez pouvoir, vous allez avoir des difficultés avec les impôts si on fait une cession de droit au bail, alors qu'en vérité, il y a un fonds de commerce derrière et que vous reprenez la même activité. Donc nous, notre but en tant que conseil, c'est vraiment en fait de vous accompagner là-dedans, afin de matérialiser sur papier la meilleure solution juridique qui répond à vos attentes et matérielles et pratiques en fait. La dernière chose sur la résiliation du bail, c'est que parfois on a un local trop petit, on veut plus grand, et puis on a un bail en cours qui dure encore pendant 2 ans. Comment faire? Là encore, je pense qu'il faut en parler à son propriétaire, et parfois peut-être se mettre d'accord avec lui, et puis finalement trouver un repreneur, et peut-être pas forcément faire une cession de droit au bail, mais pourquoi pas le même jour que le propriétaire signe un nouveau bail avec son nouveau locataire, et puis signer la résiliation amiable d'un commun accord sans indemnité entre bailleur et locataire actuel de l'ancien bail. Okay, c'est des choses qui peuvent être faites et qu'on fait de manière quotidienne. Voilà, la dernière remarque que j'avais donc sur les 3 parties, lors de la conclusion du bail, l'exécution ou la fin du bail, c'est que c'est une matière qui est vraiment particulière. Autant pour certains autres baux comme les baux d'habitation, on conseille ici, nous, à l'étude à nos clients, des sites qui sont très bien faits, qui sont d'ailleurs faits par les notaires, qui permettent de faire un bail directement en ligne, sans passer par un notaire, de manière totalement gratuite. J'ai aucun problème avec ça, parce que les baux de location d'habitation sont encadrés par la loi de manière très stricte. Donc, et les locataires changent très souvent. Donc, un bail par notaire, ça va vous coûter, par avocat ou par ce que vous voulez, ça va vous coûter un mois de loyer inutilement. Un bail par l'intermédiaire d'un professionnel, un bail commercial, là, je pense qu'il y a une réelle plus-value sans vouloir vous obliger à le faire. Au-delà, généralement, les gens pensent que c'est un formulaire qu'on remplit et qu'on vous fait signer à la fin, mais c'est bien plus que ça. Il y a vraiment une stratégie qui va de l'audit du départ jusqu'à la rédaction et la signature du bail. Voilà. Complètement. Enfin, Guillaume, je te remercie pour ça. Enfin, nous, c'est pareil. Enfin, au cabinet, enfin, on ne rédige pas de baux. J'insiste là-dessus. Je pense que maintenant, enfin, avec le déroulé qu'il y a eu, je pense que tout le monde le comprend bien. Un bail, c'est extrêmement spécifique, engageant à titre professionnel, mais aussi personnel. Il y a des spécialistes. Il faut vous rapprocher d'eux. Et voilà. En tout cas, nous, c'est le mot d'ordre qu'on a au sein du cabinet. Alors, on va passer. Oui. Ouais, je vais juste répondre à la question de Simon qui nous dit est-ce que dans le cas d'impossibilité de verser un loyer pour cause de Covid, un loyer doit également être mis en compte séquestre. En fait, j'ai envie de répondre que non, enfin que la réponse est peut-être dans la question, ou alors je comprends mal, mais disons que si vous avez les moyens de payer votre loyer, il n'y a pas de raison de ne pas le payer. Donc si en fait vous êtes dans l'impossibilité de verser votre loyer, là le bailleur ne peut pas se prévaloir de la clause résolutoire dans le bail pour résoudre votre bail. D'accord, ça c'est dans l'ordonnance qui a été prise là récemment. Par contre, donc du coup, si vous n'êtes pas en mesure de payer votre loyer, vous ne pouvez pas le séquestrer chez un tiers.
Donc pour moi, soit vous pouvez payer votre loyer et vous le payez à votre propriétaire, soit sinon vous ne le payez pas, mais il n'y a pas d'entre-deux. Ou alors en fait un séquestre, comme Marie-Laure le disait tout à l'heure, c'est quand il y a un litige en fait sur des travaux, sur ce genre de choses. Très bien, merci. On va passer à l'aspect chiffres, le bail et les aspects financiers avec Julie. Bonjour à tous, donc on va aborder le bail effectivement et les loyers. En général, la première question qu'on se pose quand on a un projet de création et qu'on entreprend le business plan, etc., c'est effectivement, comme le disait Marie-Laure, la première chose à faire, c'est trouver le local qui est approprié à mon projet. Avant de trouver un local, il faut quand même se fixer un budget. Et donc, c'est souvent une des premières questions qu'on a, c'est effectivement, j'ai un projet de création ou un projet de développement d'entreprise, mais comment est-ce que je peux me fixer un budget de loyer? Alors, c'est une réponse, c'est une question à laquelle il est assez difficile de répondre parce que de toute façon, il va bien falloir figer quelques chiffres à un moment donné. C'est toujours un petit peu circulaire. Il y a la question de la rentabilité, la question des investissements, la question de la trésorerie. Mais à un moment donné, effectivement, quand on avance dans le business plan, peut-être qu'on va pouvoir fixer le budget du loyer en fonction peut-être du chiffre d'affaires. Et là, ce qu'on a essayé de vous illustrer, c'est effectivement, en fonction du chiffre d'affaires que je vais déterminer, quelle est la part que je vais allouer aux charges et en particulier au loyer. Donc, effectivement, on va voir que dans un projet, on va estimer en moyenne que le loyer peut représenter 10% du chiffre d'affaires. 10% du chiffre d'affaires annuel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si on part sur un projet de restaurant, avec un chiffre d'affaires qui va être de l'ordre de 200 000 euros, on va réfléchir à un loyer annuel de 20 000 euros par an, environ 1 700 euros par mois. Attention, comme le disait Marie-Laure, il y a quand même un certain nombre de charges que l'on ne retrouverait pas dans un bail d'habitation, mais qui sont vraiment d'usage dans un bail commercial. Une fois qu'on aura visé un logement, eh bien, effectivement, on va retourner dans notre triptyque de prévisionnel. Est-ce que ce local, finalement, compte tenu de son emplacement, sa capacité à mettre des tables, une terrasse, etc., me permettront d'envisager et de respecter mon chiffre d'affaires envisagé à 200 000 euros. Hein, effectivement. Donc, ça peut être une première étape de déterminer un budget, mais il faudra bien remettre en perspective les capacités du logement. Et donc, on repart, comme je vous le disais, dans ce fameux triptyque. Est-ce que la rentabilité pourra être atteinte dans ce local-là? Et est-ce que je vais pouvoir aussi, compte tenu des besoins d'investissement que je vais identifier par rapport au local, souvent on est interrogé en disant, voilà, moi j'ai un projet, j'aimerais faire un prévisionnel. Vous avez local? Non. Eh bien oui, mais alors du coup, ça va être très compliqué. On peut faire une ébauche de prévisionnel, mais tant que vous n'avez pas le local, finalement, on peut se dire que votre budget sera d'autant, mais on n'aura pas du coup d'idée des travaux, on n'aura pas d'idée d'un éventuel rachat, que ce soit de droit au bail ou de fonds de commerce. Donc en fait, on va vraiment tâtonner. Effectivement, de toute façon, il faut bien commencer par quelque chose. Donc bien souvent, effectivement, le choix du local, c'est la première étape. Comme je vous le disais, dans ce fameux triptyque, il y a la rentabilité d'une part, avec ce chiffre d'affaires et les charges qu'on a un petit peu vu dans le camembert précédemment. Il y a les besoins d'investissement et comment est-ce que je vais y faire face, quelles ressources je vais aller chercher, qu'elles soient personnelles ou externes, pour financer mes besoins. Et il y a ensuite la trésorerie à laquelle il va falloir veiller. Donc, c'est le plan de trésorerie global. Et donc, pour aller un petit peu… Pardon, Marie. Non, juste une petite aparté. Lorsque vous prenez un local et que vous avez le pôle emploi pour les créateurs, que vous allez habiter au-dessus et que le logement commercial est en dessous, faites très attention à bien déclarer l'avantage en nature au pôle emploi parce que vous vous ferez mécaniquement redresser si vous ne le faites pas. Et c'est vrai que cette cote-part, alors c'est 10%, c'est exactement ça. C'est vrai que avec le Covid et l'année 2020, l'ensemble des loyers qui étaient, quand on se retrouvait avec du 20% par exemple de loyer par rapport au chiffre d'affaires, tout de suite on a vu que les aides ne suffisaient pas, puisque voilà, c'est pas dans les habitudes et dans les schémas que l'on peut retrouver, de ratios que l'on peut retrouver dans les bilans. Donc voilà, donc faites attention. C'est vrai que quand on essaie de vous communiquer des ratios, c'est pas exact, mais essayez d'en tenir compte lorsque vous cherchez un local. Donc on a les investissements. Donc effectivement, c'est un ratio tout à fait indicatif et j'ai un cas en tête où là, sur un restaurant, effectivement, ou sur une société de service, on va essayer quand même de tirer vers le 10%. En revanche, si j'ai pas
j'ai pas du tout d'achat et au contraire, je mets en valeur la location d'espace, ben là, en fait, mon outil de travail, finalement, ça va être ce local-là et peut-être que au contraire, je vais pouvoir pousser un petit peu ce pourcentage-là. Là, on est vraiment sur des grandes masses et ça reste indicatif. Donc, comme je vous le disais, effectivement, une fois qu'on aura visé un local, on va s'intéresser au plan de financement. Donc, un bien grand mot pour dire finalement quels sont tous les besoins pour démarrer mon activité et comment est-ce que je vais les financer. Donc, quand on va s'intéresser du coup à tout ce qui est attrait au local et ce qui dérive finalement du bail commercial. Bah, il va y avoir le droit au bail, évidemment. Bon, alors, c'est pas ce qu'on voit le plus souvent dans les plans de financement, mais ça peut arriver. Les travaux d'aménagement. Alors, effectivement, quand on voit qu'il y a beaucoup de travaux d'aménagement, et là, effectivement, alors là, pour le coup, il faudra bien le prévoir avec la clause ad hoc dans le bail commercial, comme le disait Guillaume, mais quand on voit qu'il y a beaucoup de travaux d'aménagement qui, du coup, vont venir donner une valeur supplémentaire au local, il est quand même d'usage de négocier avec le propriétaire. Peut-être que pendant la période des travaux à minima, le loyer ne soit pas facturé au preneur de bail. Okay. Ensuite, effectivement, on va avoir le mobilier, l'enseigne, le matériel de cuisine. Les frais de déménagement, on en aura besoin pour démarrer l'activité. Ce ne sont pas des frais qu'on va rencontrer tous les ans, qui ne vont pas se répéter tous les ans. La communication de démarrage, le site internet, les frais de rédaction du bail, les frais d'agence et le dépôt de garantie. Alors, le dépôt de garantie, en général, effectivement, il est fixé à 2 à 3 mois de loyer hors taxe. En face de ça, effectivement, on va mettre déjà un apport, que ce soit de l'apport en capital ou des avances des associés, autrement dit des apports en compte courant. Les créateurs d'entreprises et les entrepreneurs d'une façon générale peuvent aussi faire appel à différentes plateformes telles qu'Initiative ou Neuratif pour avoir accès à des prêts d'honneur qui vont venir gonfler justement l'apport, puisque ce sont des prêts aux créateurs et aux entrepreneurs. Et donc, ici, principalement, évidemment, le prêt bancaire. Il ne faut pas négliger le crédit relais de TVA. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme vous le voyez à gauche, il y a beaucoup de ces besoins qui vont être assujettis à TVA. Okay, les travaux, le mobilier, l'enseigne, etc. Quand vous avez réglé vos fournisseurs, vous réglerez bien en même temps la TVA, mais cette TVA ne sera pas financée sur les 7 années usuelles de financement, donc 7 années et demie avec le différé, de financement d'un fonds de commerce. Ouais, et après, c'est vrai que généralement, tout ce qui est un dépôt de garantie, frais de rédaction, ce sont des choses que vous allez payer personnellement et que l'on va intégrer dans l'apport en compte courant d'associé. Tout à fait. Donc, comme vous le voyez, comme souvent, il n'y a pas de besoin de trésorerie à gauche. Souvent, les créateurs souvent les créateurs, pour le coup, nous disent, bah oui, mais moi, j'ai besoin d'avoir un petit peu de trésorerie sur le compte. Alors, en fait, elle est induite parce que, comme on le voit là dans les totaux sont pas équilibrés. On n'est pas sur un bilan de départ, Marie. Du coup, effectivement, j'ai pas mon actif égal à mon passif. Mais par contre, on voit bien qu'il y a une marge de manœuvre. Et justement, cette marge de manœuvre-là, c'est parce que de toute façon, on ne peut pas commencer en entreprise en ayant un compte à zéro et il faut pouvoir financer quelques mois de charges fixes aujourd'hui comme hier, j'ai envie de dire. C'est ça. Et après, surtout prévoyez bien des clauses avec les entrepreneurs qui vont venir faire les travaux, parce que on voit parfois des baux avec des loyers très importants. Et en fait, on a eu une franchise de 2 mois et les travaux durent 6 mois au lieu de 2 mois. Vous prévoir des pénalités en cas de livraison tardive des travaux, parce que sinon, ça peut vous mettre vraiment dans l'embarras au niveau de la trésorerie. Donc après, le loyer. Alors, sur le loyer, vigilance, ce qu'on voit aussi effectivement parfois dans les conditions de paiement du loyer, ça va être un paiement trimestriel d'avance. Alors ça, c'est un petit peu dangereux en termes de trésorerie parce que globalement, si je démarre un bail avec une caution de loyer de 2 mois et un paiement trimestriel d'avance, ça veut dire qu'au moment du démarrage, je vais devoir décaisser 5 mois de loyer, ce qui va quand même mettre à mal ma trésorerie. Alors, il faut, dans tous les cas, l'intégrer peut-être dans le plan de financement initial et puis, d'une façon générale, dans le plan de trésorerie pour bien anticiper ça et le financer. Alors, évidemment, du coup, le paiement mensuel est toujours à privilégier.
Alors, juste une petite précision pour le paiement mensuel du loyer, puisque avant l'usage c'était trimestriel, mais c'est vrai que maintenant de plus en plus le paiement mensuel se démocratise. C'est qu'en fait, il faut faire attention là encore lorsqu'on établit le bail, puisque généralement les parties nous disent c'est un paiement mensuel et je demande 3 mois de dépôt de garantie de loyer. Il faut savoir que lorsque le premier versement que fait le locataire au propriétaire dépasse 2 mois de loyer, donc là on est à plus de 2 mois puisqu'on a le premier mois de loyer plus 3 mois de dépôt de garantie, donc on est à 4 mois. Et le dépôt de garantie que vous allez verser entre les mains du bailleur ou que le bailleur va recevoir, il sera productif au taux d'intérêt légal du moment où ce sera crédité sur son compte jusqu'à la restitution. Donc si vous restituez ça 20 ans plus tard, je vous laisse calculer les taux d'intérêt. Donc c'est du coup des vigilances qu'il faut avoir. Donc il y a des petites techniques où on dit que du coup le dépôt de garantie est versé en plusieurs fois afin d'éviter ça. Super, merci. Effectivement. Et du coup, les charges. Alors on a parlé de la partie fixe et puis les charges. Alors c'est souvent effectivement sont souvent des provisions pour charges, comme on disait tout à l'heure. Vigilance, ce ne sont que des provisions, donc qui amènent logiquement à une régularisation, même si elle est assez peu fréquente. Donc, au-delà des charges communes, celles qu'on retrouverait finalement dans un bail d'habitation, c'est-à-dire l'eau, l'EDF, l'entretien des parties communes, on va ici retrouver dans le bail commercial et énumérer dans l'annexe ad hoc, comme le disait Marie-Laure, un certain nombre de charges, dont la taxe foncière. Donc là, comme il a été dit déjà, toutes ces refacturations doivent être proratisées en cas de prise à bail, soit en cours de mois, soit en cours d'année ou de trimestre. Alors là, logiquement, de toute façon, là encore une sécurité pour le locataire, enfin cette fois-ci une sécurité plutôt pour le locataire. Si vous passez chez le notaire, de toute façon, il y aura systématiquement une proratisation des charges. Ouais, et faire attention aussi la manière dont la taxe foncière est répercutée quand le propriétaire est propriétaire de la totalité de l'immeuble. Qu'en fait, généralement, nous, ce qu'on prend en compte, c'est la matrice qui est délivrée par le Centre des impôts fonciers. En fait, c'est le détail de la taxe foncière, comment elle est calculée entre le rez-de-chaussée et les étages. Et nous, on prend en fait dans nos baux commerciaux cette clé de répartition-là, qui est incontestable puisqu'elle est objective, c'est celle des impôts. Et ça permet à ce que vous payez en tant que locataire la taxe foncière qui vous incombe pour votre propre local et pas 50% de la taxe de l'immeuble. Bah oui, parce que surtout que le biais pourrait être de refacturer la totalité de la taxe foncière au locataire sur laquelle on peut la facturer, c'est-à-dire le locataire professionnel, puisqu'on ne peut pas refacturer la taxe foncière effectivement dans le cadre d'un bail d'habitation. Donc effectivement, vigilance par rapport à ça. Alors après, dans le cadre du développement des entreprises, effectivement, au bout de 2-3 ans, on a souvent cette réflexion-là de se dire, finalement, ce serait peut-être intéressant de racheter, enfin, soit d'acheter un local commercial ou d'envisager le rachat du local que j'occupe. Pourquoi ? Pour se constituer un patrimoine, finalement, ça peut finalement constituer une rente au moment où je vendrai le fonds de commerce ou au moment où je céderai finalement la main et que je prendrai ma retraite. Généralement, ça se fait via une société bien différente. C'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté la société d'exploitation et de l'autre côté une société dédiée à l'immobilier. En général, ça va être la société civile immobilière, que ce soit ou non les mêmes associés de part et d'autre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va éviter de mélanger les choses parce qu'il ne faudrait pas que la faillite de l'un entraîne celle de l'autre. Et puis aussi, si jamais je veux revendre les parts de ma société, je n'aurais pas forcément envie de revendre l'immobilier avec. Donc, ça va se faire effectivement dans le cadre d'un prévisionnel. Alors, en fait, en général, ce qu'on se dit, c'est qu'effectivement, si je paye déjà un loyer, je vais payer un autre loyer, mais l'argent, il sera finalement transféré d'une charge à une autre. Et l'idée, c'est de se dire, est-ce que le différentiel de charge entre la charge actuelle et la future charge de loyer est absorbable par la société d'exploitation? Alors après, effectivement, on a souvent cette question-là de se dire, quand on crée une société, moi, j'aurais bien acheté dès le début. Mais après, il y a d'autres problématiques qui vont se poser, c'est-à-dire que quand on apporte dans le cadre de la constitution d'un fonds de commerce ou dans le cadre de la création de son entreprise, se lancer tout de suite dans l'achat d'immobilier, ça peut être déjà plus risqué puisqu'on n'aura pas testé son activité bien souvent. Et puis, ça va quand même nécessiter des fonds supplémentaires qu'on n'aura peut-être pas à T0. Donc, au moment de la création, donc effectivement, l'idée, c'est de se dire, je vais signer un bail et est-ce que je peux pas prévoir d'ores et déjà avec le propriétaire que j'achète
au bout d'une durée donnée, ou du moins qu'on prévoit de se revoir dans 18 ou 24 mois, quand j'aurai sorti un premier bilan, bien souvent, voire deux, pour envisager une cession. Et il me semble, Guillaume, sauf erreur, qu'on peut d'ores et déjà l'inclure dans la signature du bail commercial. Tout à fait. Ok. Et il n'est pas obligatoire de figer un prix. C'est possible, mais c'est pas obligatoire. C'est possible, on voit les deux systèmes, soit en fait, alors généralement en fait ce qu'on fait nous c'est une promesse unilatérale de vente, c'est-à-dire que c'est une option qui est offerte au locataire et qui peut lever pendant une certaine durée, généralement la durée du bail, mais qui n'est pas obligé de lever. Et soit les parties décident de fixer le prix dès le départ, soit décident de pas le fixer. Alors après, généralement quand on fixe le prix du départ, on prévoit toujours une indexation sur un index défini par les parties, parce qu'effectivement, le prix de l'immobilier aujourd'hui n'est pas le même à Lille qu'il y a 10 ans, par exemple. Ouais. Tout à fait. Mais en tout cas, effectivement, c'est intéressant et ça peut permettre de sécuriser la création en s'offrant la possibilité d'opter pour l'achat si tant est que les parties soient. C'est ça. Généralement, donc sur les baux qu'on rédige sur l'île intramuros, et sur la métropole, on fait peu parce que le marché immobilier est tellement tendu que généralement le bailleur ne peut pas s'engager. Par contre, on le fait un peu plus loin, dans des régions comme l'Avesnois ou ce genre de choses où là c'est un peu moins tendu au niveau du marché et effectivement le bailleur n'est pas content. Oui. Et ça permet aussi finalement de diversifier les placements. On peut faire des placements retraite, on peut faire du Madelin. Et après, là, c'est aussi une forme de placement pour penser à sa retraite après. Et soit donc de vendre sinon le bien après quand on l'a fait financer en partie par son activité professionnelle, soit après d'avoir un loyer qui rentre une fois qu'on est à la retraite. Voilà. Je me permets peut-être de répondre parce qu'on parle de la vente du local. C'était une question du coup de Nicolas qui disait que deux frères étaient propriétaires d'un local commercial et signé avec un tiers et l'un des deux frères souhaitait vendre sépare. Est-ce que le locataire est prioritaire pour acheter cette moitié de local? Alors, il n'y a pas de on peut pas donner de réponse comme ça sans avoir lu le bail, de savoir de quand le bail date, avant ou après 2014. Enfin, il y a toute une série de choses qu'il faudrait voir dans le bail. Donc, la simple chose, c'est que effectivement, depuis 2014, la loi dite Pinel, elle prévoit dans le code de commerce un droit de préemption pour la cession du local commercial. Cette cession, il y a plusieurs exceptions. Et il y en a une, notamment, c'est la vente en fait aux descendants, mais uniquement aux descendants. Donc, c'est-à-dire que si un des frères vend ses parts à ses enfants, là c'est bon. Par contre, si le frère vend les parts à ses neveux et nièces, là ce sera pas bon, ok. Mais encore une fois, sous réserve de la lecture du bail. Super. Bon, il y a beaucoup de questions et je pense qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions malheureusement parce que je pense que Marie en a au terme. N'hésitez pas peut-être à prendre contact avec chacun des intervenants. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que la dernière slide, c'est des questions et on est très content que vous en posiez. Et c'est pour ça qu'aussi les intervenants se sont permis de mettre numéro de téléphone et adresse mail. Et ils ont accepté de répondre à l'ensemble de vos questions pour les participants de ce webinar. Sachez aussi que ce webinar sera disponible sur notre site internet avec l'ensemble des autres webinars sur les RGPD, sur les RGPD, sur les congés payés, sur le contrat de travail, etc., etc. Sur l'immobilier aussi. Donc, allez-y, renseignez-vous. Ce sont des webinaires qui sont à votre disposition gratuitement pour apporter du conseil à tous les entrepreneurs. Je remercie énormément donc Julie, fondatrice de Améliore ta gestion, formatrice développement des entreprises, Guillaume pour notaire à Lille qui est spécialisé des opérations immobilières, et Marie-Laure Fernandez, consultante spécialisée aussi en immobilier commercial. Un grand merci à tous et j'espère vous revoir pour le prochain. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.